Hello à toutes et tous et bienvenue dans Dunk Hebdo. Je suis avec Benjamin aujourd'hui. On va parler des Milwaukee Bucks. Vous êtes effectivement connecté à Dunk Hebdo pour un post-mortem, un des derniers finalement. On va réussir à l'enregistrer et à le sortir, ce post-mortem sur les Bucks. Ben, c'est vrai qu'on l'a dans les coulisses depuis quelques temps. Mais le calendrier nous a permis ce soir d'enregistrer ensemble sur Milwaukee, qui n'est pas l'équipe de ton cœur, mais qui est une équipe que tu suis particulièrement, et notamment pour Giannis Antetokounmpo. Comment ça va, Ben ? Alors oui, bonjour Greg, ça va. Je tiens à préciser que je n'ai pas essayé de trafiquer le calendrier Dunk Hebdo, en tout cas de nous mettre des bâtons dans les roues pour éviter l'enregistrement de ce podcast. Ce podcast était maudit. À chaque fois qu'on devait l'enregistrer, il s'est passé un truc pour un tel ou un tel. Donc voilà, nous voilà là maintenant. Petite confidence, on enregistre ce podcast avant le match 7 des finales NBA. Donc peut-être qu'on enregistre le podcast de la première victime du futur champion NBA, même si bien évidemment, on souhaite pas ça à notre mini-goat Constant national. Absolument, absolument. Et on passe un salut amical, notamment à Constant et à toute la fanbase d'Oklahoma City, et de même à celle des Pacers avant cette finale. Vous allez regarder ce podcast après, donc vous aurez le résultat. Mais nous, on a déjà hâte parce qu'un Game 7 des finales Donne-moi NBA... ton pronostic, Greg. Non, je peux pas donner ça. Mon pronostic, c'est les Cavs. Insérer le même de Matt. Non, mon pronostic, je sais pas, mais je sais pas, Non, je sais pas, on va pas en parler. On va pas en parler, c'est terrible, c'est terrible. Moi, je ne donnerai pas parce qu'il faut savoir que la première année de Dunk Hebdo, c'est le match 7 mythique en 2016 entre les Cavs et les Warriors. Et je donne les Warriors. Donc, je préfère ne donner personne pour qu'aucune des deux fanbases ne m'accuse de quoi que ce soit. De sorcellerie, absolument. Ouais. Avant qu'on attaque ce post-mortem, on vous rappelle évidemment, vous nous saluez sur les commentaires YouTube, vous venez discuter avec nous du sujet en question, vous n'hésitez pas à suivre cette chaîne, à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast préférées que vous utilisez, à nous envoyer des pouces en l'air, des étoiles, etc., etc. N'hésitez surtout pas, ça nous donne de la force et ça nous aide. On attaque ce post-mortem, Ben ? Allons-y. On va commencer par un récap. Ouais. On va commencer par un petit récap de ce qui s'est passé cette saison. Est-ce que l'image de cette saison, c'est l'image de la série qu'on a vue contre les Pacers en play-off? Bah oui, cette série, elle résume beaucoup de choses parce qu'on a l'impression que la saison a jamais trop commencé. Si on reprend un peu le fil de cette série, parce que maintenant ça remonte, rappelons maintenant que les playoffs sont terminés au moment où vous allez écouter ce podcast. Tu démarres les playoffs sans Damien Lillard. Le match 1 résume un peu tout ce qui va se passer, c'est-à-dire que tu galères à produire de l'attaque. Giannis marche sur l'eau. Giannis fait une énorme série, mine de rien, mais tu produis pas assez en attaque, tu fais beaucoup d'erreurs défensives. J'ai noté dans mes notes, tu peux pas te faire prendre sur le premier pas par TJ McConnell. Il s'avère qu'entre le moment où j'ai écrit ça la première fois, il y a eu beaucoup de personnes très très bien qui se sont fait prendre sur le premier pas par TJ McConnell. Donc, ouais. Ça s'est banalisé. Ça s'est banalisé comme problème. En tout cas, beaucoup de problèmes défensifs, de lecture. Il y a eu beaucoup. Les stats des tirs ouverts, par exemple, des Pacers sur cette série sont hyper trompeurs parce que là où face aux autres défenses, parce que durant leur run de playoff, ils ont joué de bonnes défenses, c'était le système de Carlisle qui réussissait à produire ses shoots ouverts et le génie offensif de Tyrese Haliburton, etc. C'est pas les meilleurs Pacers qu'on ait vus sur ce premier tour, et pourtant ils avaient beaucoup de tirs ouverts parce que il y a des choix qui étaient plus que poussifs et des choix défensifs. Ils étaient perdus par le mouvement, par la vitesse, par les mouvements loin du ballon. Et puis il y avait aussi des erreurs mentales assez folles. Je pense à ce match 2 où les Pacers dominent grosse partie du match. Je sais pas, pluie céleste de 3 points du côté des Bucks, et tout à coup ils reviennent à 2 points. Il y a une possession à 2 minutes de la fin et tu sais pas trop comment. Miles Turner pose un pic et ils réussissent à laisser, c'est peut-être Aaron Nesmith tout seul à 3 points, à un moment à 2 minutes de la fin. Non, c'est Siakam. Tout seul à 3 points à 2 minutes de la fin alors que c'est sur un run. Bon, quoi dire. C'est un 5-1 c'est pas un 5-1 qui cache une série serrée. C'est un 5-1 qui est mérité. Il y a le match 3 qui fait un peu illusion. Et puis il y a la fin du match 5 qui est terrible pour les Bucks. Quoi dire sur cette fin du match 5 parce qu'elle illustre beaucoup de choses. Kevin Porter Jr. qui au lieu de donner la balle à Giannis au poste, décide de mettre un pull-up à mi-distance. On en parlera. Kevin Porter Jr. a quelques fans de la fanbase des Bucks, mais moi je suis très sceptique sur sa faculté à toujours faire le mauvais choix, souvent dans certaines séquences.
Et puis la fin de match où tu mènes de 6 ou 7 points et tu te fais remonter en quelques secondes. Bon bah voilà, c'est une série à oublier. C'est encore une série perdue au premier tour. Ça fait 3 ans de suite, c'est long. Donc là, on entame une intersaison clé, mais morose. Ouais, on attaque une intersaison difficile parce que effectivement, c'est une équipe qui peut-être a accédé aux playoffs parce qu'elle était à l'Est, mais je pense que dans l'ensemble de la NBA, elle est quand même pas très bien classée pour être un réel premier tour de playoff, un réel prétendant à ce premier tour de playoff si on lisse sur l'ensemble de la ligue. Et je crois que c'est une équipe et c'est une franchise qui doit se remettre en question. Et il y avait notamment une question qui finalement est la question qui les gouverne toutes, pour reprendre Tolkien. C'est la question de Giannis Antetokounmpo. Restera-t-il ou non? Il y a différents scénarios. C'est un vrai arbre à scénario dans cette position-là. Mais moi, la première question que je voudrais te poser, c'est que je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit. C'est effectivement 3 saisons d'affilée avec des échecs au premier tour en play-off. Et pourtant, les Bucks semblent continuer à vouloir conserver Doc Rivers. Est-ce qu'on est strictement sur une conservation pour des raisons financières ou est-ce qu'on croit vraiment à Doc Rivers du côté de Milwaukee? Alors, je pense qu'il n'y a pas seulement des considérations financières. Il ne faut pas oublier que Giannis il a appuyé pour que ça soit Doc, aussi surprenant que ça puisse paraître. Les joueurs font pas toujours des bons choix en termes de coaching. Alors, rappelons que c'est plus ou moins lui qui a mis un stop à Nick Nurse au moment où il fallait chercher un remplaçant à Mike Budenholzer. Ils vont partir sur Doc, même si le projet, on va peut-être venir là-dessus un peu plus tard, c'est de responsabiliser les jeunes. Je pense qu'ils vont rester avec Doc, simplement parce que ça fait plaisir à Giannis, je pense. Deuxième chose, et ça, Doc en bénéficie tout le temps sur sa carrière, c'est que qui d'autre, l'expérience de l'assistant un peu hype a été un échec total avec Adrian Griffin, donc je pense qu'il y a un petit traumatisme de ce côté-là. Puis, dernière chose, financièrement, pour les proprios, tu as viré Mike Budenholzer, tu as donc viré Adrian Griffin. Si tu vires Doc, alors le contrat de Mike Budenholzer doit être peut-être être arrivé à son terme depuis, mais tu peux pas avoir 2 ou 3 coachs dans ton payroll. Donc Doc sera encore là. Quand bien même la série de Doc contre les Pacers, c'est du grand Doc Rivers aussi, hein, c'est-à-dire que Damian Lillard revient de blessure, match 2. Quel est le joueur des Bucks qui joue le plus de minutes sur le premier quart-temps du match 2? Damian Lillard. Pourquoi? Qui est le joueur qui joue? Après Giannis, c'était le deuxième joueur qui joue le plus de minutes sur la première mi-temps du match 2. Damien Lillard. Pourquoi? Alors que Damien Lillard ne peut pas battre quelqu'un sur le premier pas et que il vit sur, alors que Nembhard lui fait un taf monstrueux, il vit sur son pull-up et il fait globalement une série mauvaise avant, bien évidemment, et ça je l'ai pas précisé, de se faire le tendon d'Achille. Donc bon, ça reste Doc, mais il restera. Justement, tendon d'Achille de Damian Lillard, statu quo, on le conserve toute la saison, on essaie de le trader malgré la blessure. Comment tu vois les choses pour Dame à Milwaukee? C'est vrai que c'est une blessure qui malheureusement est assez terrible parce que c'est quelqu'un qui a besoin de son premier pas, qui a besoin de son élasticité pour faire des différences à son poste, avec son gabarit et ses capacités de shoot, etc. Comment on voit les choses du côté de Milwaukee avec le dossier Damian Lillard? Parce que c'était quelque chose qu'on attendait beaucoup, Dame du côté de Milwaukee avec Giannis. Il va sur ses 35 ans. Il a une option joueur à 58 millions en 2026-2027, donc pas la saison prochaine, celle encore d'après. Pour moi, tu fais rien parce que tu ne peux rien faire. Tu peux pas échanger un joueur qui vaut 35% du cap, qui revient d'un tendon d'Achille. Donc globalement, on peut dire que la saison prochaine, c'est mort. Déjà, il joue pas la saison prochaine, imaginons. Et il revient la saison d'après à 36 ans. Il revient dans un an à 36 ans avec un tendon d'Achille. C'est extrêmement compliqué. Il va probablement prendre son option joueur. Donc, malheureusement, tu es bloqué. Premier problème, mais il y en a beaucoup. Ça va être une farandole de problèmes. Tu as 35% du cap sur un joueur pour lequel tu n'as aucune garantie qu'il puisse jouer à un niveau NBA dans un an. Et du coup, on en arrive très très vite au reste des dossiers. Avant de passer à Giannis, pour toi, c'est quoi les dossiers de l'été, mis à part Giannis Antetokounmpo aux Bucks? On parlait en off de Gary Trent, on parlait des jeunes. Comment tu veux hiérarchiser? Alors pour moi, le fait que le dossier Gary Trent soit peut-être le dossier numéro 1 des Bucks, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'une équipe qui prétend
qui voudrait jouer le titre ne peut pas être à ce point dépendant du sort de Gary Trent. Surtout que Gary Trent fait une campagne de playoff, enfin une série de playoffs plutôt bonne, même s'il est extrêmement irrégulier. C'est le héros malheureux du match 5 parce qu'il fait un match 5 absolument extraordinaire, dantesque, avant de fumble, un fumble digne des Ravens en playoff. Voilà, j'étais obligé de la glisser celle-ci. Bref, en tout cas, pour moi, c'est le dossier d'intersaison parce que les Bucks, leur vrai problème sur les dernières saisons, c'est de toujours avoir un peu fait du bricolage avec des contrats de 1 an, Malik Beasley ou encore Gary Trent. Et le problème du contrat de 1 an, c'est Danny Leroux qui l'expliquait très bien ça dans le Duncan Basketball Podcast il y a quelques années. C'est qu'il y a que deux fins à un contrat de 1 an. Soit le joueur a performé et il va prendre un contrat plus fat quelque part d'autre. Soit il a sous-performé et il part. Il n'y a pas de monde où tu gardes un mec un contrat de 1 an, sauf si il a été moyen, quoi. Mid, et dans ce cas-là, tu vas peut-être essayer de trouver d'autres solutions. Donc, premier objectif, c'est d'essayer de conserver Gary Trent sur un contrat un peu plus longue durée, peut-être 2-3 ans, voire même peut-être 4 ans. Le deuxième dossier, c'est Bobby Portis, qui a une player option. Il va pas la prendre, clairement. Il a plus ou moins dit dans un podcast qu'il voulait être payé à sa juste valeur. Et là, pour moi, c'est là où, sur le dossier Portis, comme le dossier Gary Trent, tu commences déjà à rentrer dans la question, il se passe quoi avec Giannis, en fait? Parce que selon ce qui se passe avec Giannis, tu fais pas le même choix au niveau de Bobby Portis, qui est un joueur qui est beaucoup apprécié par la fanbase, mais qui en playoff, saison après saison, il y a le Bobby Portis game dans chaque série, mais il a été vraiment en très grande difficulté dans la série contre les Pacers qui l'ont fait valser plus d'une fois et dont le jeu est plus vraiment adapté à la NBA actuelle. Donc, déjà, rien que ce dossier Bobby Portis là, il faut le lire à la lumière de ce qui va se passer avec Giannis. Et on a un autre dossier, avant vraiment d'arriver dans Giannis, on fait un teasing de fou sur Giannis, mais c'est le dossier Brook Lopez, qui est un dossier aussi important parce que ça a été longtemps le comparse de Giannis dans la défense intérieure des Bucks, candidat DPOY il y a encore 2 saisons, je crois, ou 3 saisons. Donc on est quand même sur un dossier, et il me semble qu'il est unrestricted free agent, donc agent libre non restreint cette intersaison. Là, c'est pareil, on est sur un joueur qui est très vieillissant, qui n'affiche plus le même niveau, à la fois sur son shoot, sur son niveau de playmaking, enfin en tout cas de passing, et sur son niveau défensif. C'est compliqué de situer les Bucks sur ce dossier-là, mais j'ai l'impression qu'on est dans le même cas de figure que Gary Trent. Si tu conserves pas Brook Lopez, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Je vais te citer un nom qui va peut-être te donner des sueurs froides, Greg, mais c'est Mason Plumlee. Pourquoi je parle de Mason Plumlee, c'est que quand tu regardes la liste des top 10 free agent au poste de pivot de Hoops Hype, il est 10e. Mason Plumlee, c'est le 10e meilleur pivot sur le marché. Si je vous fais la liste en 2-2, hein. Il y a donc Miles Turner numéro 1, mais bon, c'est l'Arlésienne. Peut-être qu'il est champion, alors on enregistre, peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il pourrait rester. Il fait campagne de playoff plus que solide quand même. Ensuite, tu as la player option de Nasrid, mais Nasrid a plus ou moins fait comprendre que soit il voulait du temps de jeu, il l'aurait du côté de Milwaukee, mais il veut de l'argent aussi, et ça, il peut pas l'avoir du côté de Milwaukee. Et ensuite, le troisième, c'est directement Brook Lopez. Il y a le marché au niveau, et ensuite, tu as du Clint Capella, du Kevin Looney. Le marché au niveau des pivots est très mince. On va y revenir un peu plus tard. Ouais, free agent. Ouais. Ils ont très peu d'assets, et je suis pas sûr que allouer des assets au poste de pivot, ça soit le truc le plus intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle beaucoup de point Giannis ou Giannis en pivot, point bref, etc. T'es obligé de garder Brook Lopez. Après, personnellement, je suis peut-être un peu plus bas que la moyenne sur Brook Lopez. C'est que cette série contre les Pacers, là aussi, elle a été révélatrice, elle a été difficile. Le fait de son drop très bas, il s'est fait sanctionner toute la série par les joueurs des Pacers, et les transitions des Pacers qui ont fait très mal à Milwaukee. Lâche la charrette, comme disait mon entraîneur de foot en poussin, c'est-à-dire que c'était compliqué pour Brook Lopez. Donc, ça reste un joueur qui, grâce à aidé par Giannis, leur offre une très bonne protection de cercle et cette capacité aussi à s'écarter qui est très importante quand tu joues avec Giannis qui a pas le tir et qui doit profiter du spacing adverse de son équipe, pardon.
Mais voilà, c'est encore un autre symbole du fait que tu joues plus le titre, parce que Brook Lopez, je suis pas sûr de sa capacité à pouvoir encaisser 2-3 séries de playoffs de très très haut niveau. En fait, on en est là. On en est là et ça préfigure la question sur Giannis Antetokounmpo. Restera-t-il ou ne restera-t-il pas? En fait, pour moi, le cas Brook Lopez, c'est le cas qui résume le mieux la situation. C'est que si tu veux conserver Giannis, tu es obligé de retool autour de lui, donc de réoutiller et de refaire un roster compétitif autour de Giannis Antetokounmpo, qui, rappelons-le, reste toujours dans le top 2 ou le top 3 des meilleurs joueurs de cette ligue, des meilleurs joueurs du monde, qui reste un candidat MVP saison après saison depuis son dernier titre de MVP, je crois que c'était il y a 6 ans. Ouais, c'est ça, il y a 6 ans. Qui reste un des meilleurs défenseurs de la ligue et candidat DPOY, peut-être un petit peu moins cette saison parce que justement il y a moins de défense collective autour de lui pour que ce soit marquant dans le résultat global, dans le defensive rating global de l'équipe. On est quand même sur un joueur majeur, historique, et on se retrouve avec une équipe qui est complètement laminée, qui est en lambeaux, où on va se rattraper à des cordes qui s'appellent Gary Trent et Brook Lopez. On va essayer de conserver Bobby Portis, mais ça va être très compliqué. On ne fera pas Naz Reid parce qu'on n'a pas les sous pour. Le payroll est bizarre, on a peu d'assets autour. Comment on réoutille autour de Giannis dans le cas de figure où il part? C'est ça la vraie question qui se pose pour Milwaukee, parce que si tu n'arrives pas à réoutiller, tu t'engages quand même sur une voie très très compliquée avec Giannis, avec ton franchise player. Je tiens première chose à préciser que je ne suis pas en boîte de nuit avec absolument avec l'éclairage qui est assez bizarre. Le soleil, je donne plein soleil. Bref, alors pour moi la question c'est tu vises quoi? Tu vises quoi si Giannis part? Est-ce que tu veux rester compétitif à l'Est? Est-ce que tu te prépares à la potentielle future free agency de Giannis? Parce que on a un peu attendu pour ce podcast-là en se disant, bon, on aurait des nouvelles par rapport à ce que voudrait Giannis. Maintenant, on enregistre le 21 juin. Voilà. Tous les indicateurs semblent pointer vers le fait qu'il reste. Voilà. Pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, il reste. Le truc, c'est que tu peux jouer à ce jeu-là 1 an. Mais l'année prochaine, Giannis, il est éligible à une extension. Il lui reste 1 an de contrat. Ensuite, il a 1 an avec option. Moi, j'ai très, très peur d'un truc. C'est qu'on se retrouve un peu différemment, mais dans un scénario LeBron à Cleveland après le titre de 2016. C'est l'idée, et après le départ de Kyrie. C'est l'idée que le joueur a offert à la franchise le titre. Donc au niveau de la fanbase, il est dans une situation quasi unique, c'est-à-dire que Giannis part, comme LeBron est parti, la fanbase lui en tient par rigueur. La fanbase dit bon, l'équipe est plus assez bien construite, tu peux partir, première chose. Deuxième chose, il peut justement utiliser ça pour mettre la pression sur le front office, mais le front office est un peu pris entre deux eaux parce que le front office ne peut pas reconstruire quand tu n'as pas de certitude sur le long terme de la superstar. Donc, on vise quoi? Pour moi, la première chose, c'est viser un projet à 1 an et demi, 2 ans pour être sûr d'offrir à Giannis, quand il aura 34, 35 ans, la dernière bonne équipe pour lui. Ça passe par quoi? Première chose, arrêter les paris sur 1 an, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que tu signes Gary Trent sur plusieurs saisons, tu prolonges AJ Green, qui est peut-être la bonne surprise, même si c'est pas une surprise, parce que j'en ai déjà parlé dans des previews. AJ Green, du côté des Bucks, c'est encore une fois grande day Doc Rivers de le mettre dans le 5 de départ, le dernier match de la série, alors que ça semblait plus ou moins évident. Bref, tu essayes de responsabiliser tes jeunes et t'es sur une semi-année de césure, parce qu'il y a beaucoup cette idée de gap year qui se met en avant du côté des États-Unis quand on parle aussi beaucoup des Celtics. Pour moi, les situations sont absolument incomparables parce que les Celtics ont un effectif qui peut être monnayé contre des assets ou d'autres joueurs. Il n'y a rien à monnayer du côté des Bucks. Giannis, en gros, il a le droit de te dire s'il reste ou il reste pas. Il a acquis ce droit. Damian Lillard, on l'a dit, le tendon d'Achille, c'est quasiment un point mort. Brook Lopez est free agent. Bobby Portis ne va pas activer son option. Kyle Kuzma, sa valeur est au plus bas. Et c'est ça, en fait, j'allais en venir là. C'est-à-dire que le trade de Middleton pour Kuzma, il est mais terrible. Il est vertigineux aujourd'hui. Il est affreux. Et je pense que ce trade, il fait d'autant plus mal que la plupart des gens, je pense, n'ont pas regardé les Bucks, donc ils les ont vus en playoff où Kyle Kuzma met pas un tir sur le début de la série. Donc là, en termes d'image publique, c'est absolument affreux. Terrible. Ouais, c'est affreux pour eux. Alors,
le pire dans cette histoire, c'est qu'il fait pas non plus une très bonne moitié de saison avec les Bucks. Il est catastrophique sur sa saison à Wizards. Et quand il arrive, on se dit peut-être que le contexte, peut-être que la compétitivité, l'histoire d'avoir un cadre et un leader et un mentor comme Giannis dans ton effectif va t'aider. Franchement, c'est lunaire. C'est Kyle Kuzma sur un terrain NBA aujourd'hui, c'est absolument lunaire. Il prend une thune que d'autres méritent et qui ne sont pas en NBA. C'est terrible. Et donc, les Bucks sont empêtrés avec ce contrat-là. Moi, je te rejoins complètement. Le retooling autour de Giannis me paraît très, très compliqué. Et pourtant, aux dernières nouvelles, Giannis ne part pas. Mais est-ce qu'on devrait quand même pas imaginer, si on était le front office des Bucks, un départ, non pas forcé, mais disons discuté avec Giannis? C'est-à-dire que Giannis, on te respecte, on respecte qui tu es, le joueur que tu as été pour notre franchise, le titre que tu nous as apporté. Mais là, aujourd'hui, on peut rien faire. On peut rien faire pour toi. On peut rien faire avec toi, quoi. Pour moi, la question se pose pas parce que si tu es un fan des Bucks qui a moins de 45 ans, t'as jamais vu une équipe... En gros, si t'as pas vécu les années 80, depuis les années 90, c'est la meilleure période pour être fan des Bucks et de très, 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 très loin. Très, très, très. Je sais que nos fans, parce qu'ils sont toujours là, nos fans des années 2000 vont nous mettre un com en nous parlant de Michael, de Brandon Jennings ou de Michael Redd ou de Ray Allen. Il n'empêche que t'es allé en finale NBA, t'es un joueur... Larry Sanders, voilà. Il n'empêche le trade de Monta Ellis, bref, voilà. T'es un joueur qui est, comme tu l'as dit, tout le temps présent dans les votes MVP. Et tu as le meilleur joueur ou le deuxième meilleur joueur de l'histoire de ta franchise. C'est probablement le meilleur parce qu'il va avoir tous les records de franchise. J'avais lu quelque part, il est à 82 interceptions d'avoir points, rebonds, passes, contre, interception. Je sais pas, il y a combien dans combien de franchises il y a un joueur qui a tout, qui a les 5. Bref. Donc pour moi, ça n'existe pas ce scénario où tu te sépares de Giannis parce que en l'état, Giannis, il t'assure presque à lui tout seul, s'il reste sur ce niveau-là, les playoffs. Presque à lui tout seul. Compte tenu du niveau cataclysmique de l'Est, les Bucks, ils touchent à rien. Imaginons qu'ils touchent à rien, ils ramènent le même effectif. Je pense qu'ils sont au minimum play-in. Et je pense play-in avec 7-8, pas 9-10. Au minimum. Voilà, c'est le minimum syndical. Alors oui, par contre, tu n'as aucune ambition et tu ne passeras pas un tour de playoff. C'est certain, mais je pense pas que la franchise ait le pouvoir et même souhaite lui dire qu'un trade serait préférable. Je sais pas si tu veux, Greg, que je continue en expliquant pourquoi selon moi ce serait pas préférable, parce que les Bucks, ils ont un vrai... J'allais te poser la question dans tous les cas, mais vas-y. Les Bucks, ils ont un énorme problème. C'est quand tu dois trader un joueur de ce niveau-là, ce qui est une anomalie. Certes, Luka a été tradé cette saison, mais un joueur de ce niveau-là tradé quand le marché est au courant qu'il est disponible, ce qui n'est pas le cas pour Luka Doncic, ça va attirer des grosses offres. Problème étant, Giannis est trop fort pour que récupérer des choix de draft de l'autre équipe ait vraiment un sens. Parce que, en gros, si tu récupères la pléthore de choix de draft, je sais pas, des Rockets par exemple, ou non, les Nets c'est un meilleur exemple. Les Nets, si tu décides de ramener Cam Johnson, je sais pas quoi, ce qui aurait aucun sens, soit dit au passant, j'ai déjà vu le trade passer. Quel intérêt t'as pour les Nets? Parce que ces Nets-là, quand bien même l'effectif est perfectible, tu sais qu'avec Giannis, ils auront pas de choix très très haut sur les 2-3 prochaines années. Ça n'a pas de sens. Donc, ton intérêt serait de ramener des jeunes joueurs à potentiel. C'est pour ça que pour moi, le seul package qui fait à peu près sens, c'est celui des Spurs, où tu demandes soit Stéphane Chatteau, shout out à Adrien, soit le numéro 2 de la draft. C'est le seul package qui fait sens, mais il y a très 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 peu de packages en plus qui ont vraiment un sens. La possibilité Toronto, pour moi, c'est un symbole de l'échec, mais abyssal de Masai Ujiri, qui est quand même dans une posture où il se prépare à acquérir des superstars présentes sur le marché, et son effectif est tellement mal construit que potentiellement une superstar présente sur le marché, le fit n'a aucun sens avec son équipe. Je ferme la parenthèse. Donc, pour moi, on est à un stade où il y a très peu d'équipes qui ont un package intéressant. Houston aussi. Houston, si tu prends un ou deux jeunes de Houston, mais le fit terrain de Giannis à Houston me terrifie, personnellement. Donc, mis à part Spurs, je vois pas où Giannis aurait un fit terrain intéressant.
et où les assets seraient intéressants aussi pour eux parce que récupérer des pics pour des pics, ça n'a pas d'intérêt. Je finis mon très très long monologue. Là, c'est trop long, mais je continue. Je vais finir rapidement, Greg. Faisons un point juste sur la situation de pick aux Bucks parce que c'est hilarant. Donc, ils n'ont pas leur premier tour cette année. Ils ont un second tour. L'année prochaine, ils ont un swap avec New Orleans. Ils n'ont pas leur second tour parce que leur second tour, il est protégé top 55 à Utah. Donc, Utah aura pas un des 5 meilleurs bilans de la saison prochaine. Donc, il va à Utah. 2027, ils n'ont pas de choix. Premier tour, second tour, 0. 2028, ils ont un swap à 3 avec Portland et Washington. C'est-à-dire qu'ils auront le pire choix des 3. Donc, ils n'ont pas un pick top 15, probablement, dans ce choix-là. Ils n'ont pas de second tour. 2029, ils n'ont pas de pick. 2030, ils ont un swap encore avec Portland et ils n'ont pas de second tour. C'est-à-dire que la prochaine fois que les Bucks vont être en contrôle total de leur choix de draft, c'est 2031. 2000... Après, tu dis ça à un fan des Suns, moi c'est la honte. 2031. Donc, il n'y a même pas ce truc de on va récupérer nos pics quelque part parce que tu peux pas envoyer Giannis à Portland parce qu'en gros, si tu veux récupérer tes pics comme ça a été fait dans certains trades, l'idée, ça serait de réussir à récupérer les choix ou certains des swaps que tu as pu faire avec Portland. Ça n'a aucun sens pour Portland, ce trade-là. Donc, leur situation est telle que là, on va construire à la marge un effectif qui aura du sens dans 18 mois, tout simplement. Ben, c'est ça, exactement. Et du coup, on en arrive rapidement à la question du développement des jeunes que tu as abordé très rapidement. Enfin, en tout cas, tu le disais en début de podcast, il y a quand même la question du développement des jeunes. Mais ces jeunes, qui sont-ils? Quel est leur niveau plancher? Et par développement, qu'est-ce qu'on entend développer exactement? Il y a notamment la question AJ Green, qui est plutôt un profil shooter. Mais je veux dire, à quel point ces joueurs-là peuvent vraiment être des compléments à Giannis dans une équipe à l'Est qui est compétitive, c'est-à-dire qui est top 4. C'est ça. Imaginons, allez, on rehausse un petit peu le curseur. Leur objectif, c'est de passer un tour de playoff, ce qu'ils n'ont pas fait quand même depuis maintenant belle lurette. Alors, disons qu'il faut aller 7-8 joueurs de rotation. Bah, t'es obligé de développer les jeunes. Et AJ Green, je pense qu'il peut être un joueur de rotation. Il fait une bonne série contre les Pacers. C'est un vrai shooter. Il a un peu, shout out à Tom, il a un peu ce truc de comme c'est un arrière blanc, on pense qu'il est pas athlétique, mais il est plutôt athlétique. Et AJ Green, le problème, c'est la défense loin du ballon où c'est un peu compliqué. Et il peut être vu comme un shooter un peu unidimensionnel. Mais le hic avec les Bucks, c'est que comme ils n'ont pas eu de choix de draft, comme ça a été une équipe une équipe qui a été compétitive sur les dernières années, certes, faire jouer les jeunes, comme je lis partout, j'entends, mais ils n'ont pas non plus des jeunes transcendants. André Jackson, par exemple, très 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 bon joueur défensif, mais l'apport, tu joues à 4 contre 5 en attaque quand tu as André Jackson. Il n'a pas trop de tirs. Certes, c'est un léger connecteur et une fois la balle dans les mains, il essaye toujours de s'en débarrasser. Ensuite, il y a le problème, je vais l'appeler comme ça, Kevin Porter Jr. qui, je pense, il faut créer aussi le tour Kevin Porter Jr. un peu comme il y a, tu vois, la roue Buddy Hield. Là, on est clairement dans la phase où les fans des Bucks se persuadent que c'est un joueur qui peut leur apporter quelque chose, sauf que sa campagne de playoff, certes, elle peut être encourageante, mais défensivement, il se fait avoir sur beaucoup de nombreuses fois, trop, même si c'est TJ McConnell de 2025, trop de fois par TJ McConnell, il fait beaucoup d'erreurs en termes de lecture, il fait des pertes de balles assez folles. Et enfin, il y a le cas Ryan Hollins qui a fait une bonne fin de saison de leur côté, mais qui reste un joueur qui est plutôt un joueur de solution de fin de banc. Donc là, je t'ai cité peut-être leurs 4 jeunes les plus intéressants, en tout cas ceux qui sont peut-être au centre. Et si tu arrives à en tirer 2 rotations solides pour des playoffs, c'est bien. Voilà. Moi, je pense que AJ Green est un joueur de rotation solide en playoffs. Peut-être que dans 1 an, on dira de la même chose d'André Jackson et Kevin Porter. Allez, soyons fous, mais il te manque quand même encore 2-3 joueurs. Et là, c'est un scénario ultra optimiste que je viens de te présenter. Oui, absolument. C'est le scénario où justement l'avenir des joueurs que tu viens de citer est au beau fixe et se développe bien du côté de Milwaukee. Il y a 7 joueurs qui étaient soit rookies, soit sophomores dans l'effectif 2024-2025 des Bucks. C'est beaucoup. Finalement, c'est quasiment la moitié de l'effectif. Et pourtant, moi, j'ai eu l'impression de ne pas trop les voir cette saison, de ne pas leur avoir vu prendre des bonnes minutes, des minutes de vrai développement.
peut-être que c'est ce qui va se préfigurer sur la saison prochaine, vu la difficulté de Milwaukee en termes de payroll, d'aller chercher du free agent de valeur et même de récupérer peut-être des choses intéressantes en termes de role player avec le contrat de Kyle Kuzma. Enfin, ça, j'y crois vraiment pas pour le coup. A posteriori, enfin, deux questions. La première, c'est a posteriori, est-ce que tu penses qu'il fallait vraiment trade Chris Middleton? Et la deuxième question, qui est moins, disons, moins sarcastique, c'est est-ce que le développement des jeunes est forcément la voie du salut pour Milwaukee? Est-ce que c'est pas une sorte de sayonara, quoi? Il fallait pas trader. Après le trade de Chris Middleton, il y a aussi des ramifications financières, c'est-à-dire que là, les Bucks sont sous la première épreuve. Alors, à l'heure où on enregistre, hein, au moment où on enregistre, mais au vu des fluctuations, ils seront peut-être... en gros, d'un point de vue cap, ça leur permet de faire des mouvements. Là où avec Chris Middleton encore dans le cap, ils auraient été en grande difficulté. Après, pour moi, ça justifie pas le choix Kyle Kuzma. Quand bien même Chris Middleton aurait peut-être joué 2 cartons de playoff, il aurait sans doute été plus impactant que Kyle Kuzma, qui a été extrêmement compliqué. J'allais arrêter ma phrase à CON, ça aurait été compliqué. Bref, en tout cas, sachant que ça commence pas de la même manière les deux mots. Bref, pour les jeunes, pour moi, c'est un sayonara dans le sens où c'est pas des jeunes qui sont à ultra potentiel. C'est-à-dire que demain, je pense que le téléphone sonne du côté du front office, on leur propose je sais pas quel choix de draft contre un de ces jeunes-là, ils l'envoient direct. Première classe, American Airlines, c'est terminé. Voilà. Donc, je pense que c'est surtout l'idée de on n'a pas fait ça depuis ces dernières années, et comme on est bloqué au niveau cap et qu'on a plus d'assets, qu'on a très peu d'assets, notre seule solution, c'est de faire ça, c'est les responsabiliser. Là, il faut vraiment, et je le fais à chaque fois que je parle des Bucks, donc je suis désolé pour les redites, il faut souligner l'erreur de Doc Rivers, c'est-à-dire que Adrian Griffin l'avait fait, ça de responsabiliser les jeunes. Doc Rivers arrive en cours de saison dernière, il joue les rotations avec les jeunes, il en fait sortir certains de la rotation, et les jeunes n'ont pas assez de répétitions. Je sais que ces répétitions qui sont chères. André Jackson illustre parfaitement ça. Selon les mois de l'année, c'est un joueur de la rotation où il sort de la rotation. Alors, maintenant que l'objectif, je pense, sera moins frontal, ce sera moins le titre, parce que je pense que tout le monde sait que le titre, tu le joues pas l'année prochaine. Peut-être que les rotations seront un peu plus logiques, il y aura plus de volonté de donner du temps de jeu aux jeunes. Après, ça reste Doc Rivers, donc j'y crois pas. Mais peut-être, on sait pas. Finalement, le fait qu'on retombe sur la question de Doc Rivers, pour moi, elle est pas annonciatrice de beaucoup de bonheur pour la fanbase des Bucks. Hein. Je vais pas te mentir, Ben. J'ai l'impression qu'on est quand même dans une sorte de cercle qui est pas du tout vertueux à Milwaukee. Quand même on a réussi à dégager des thunes dans le payroll et de descendre en dessous du premier apron, j'ai pas non plus l'impression qu'on soit une destination. Et en plus, sur la free agency cet été, il y a vraiment personne. Hein. On l'a dit pour les pivots, mais pour le coup, c'est valable à tous les postes. Il y a réellement personne qui peut te faire changer totalement une équipe. Je pense que c'est pour ça qu'ils veulent faire Pon Giannis, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de porteur de balle. Il n'y a pas de porteur de balle. Enfin, oui, c'est ça. Oui, non, voilà, c'est ça. Donc, tu vas te retrouver avec Giannis en porteur de balle, mais bon, c'est... Enfin, tu vas mettre qui à l'intérieur? Enfin, je sais pas. Bon, il y a beaucoup de questions qui se posent sur Milwaukee, et personnellement, de tous ces post-mortem, c'est celui où les réponses que je trouve qu'on arrive à donner à ces questions-là sont les plus pessimistes. Vraiment, je n'arrive pas à avoir un rayon de soleil... Contrairement à ce qui balaye l'image de Ben, je n'arrive pas à voir une lueur au bout du tunnel de Milwaukee, quoi. Vraiment, j'ai l'impression que leur situation se restreint de plus en plus autour d'eux, les enferme, et je vois pas vraiment comment ils vont pouvoir s'en sortir, en tout cas sur la saison prochaine. Deux choses. Oui. Il fallait citer, Pat Connaughton va prendre une player option à 9 millions. Pat Connaughton, c'est un peu mon bouc émissaire du côté des Bucks, parce que ça fait 2 ans qu'il est catastrophique, et voilà, un des rares joueurs qu'ils ont signé à long terme s'avère être mauvais sur la fin de son contrat, et c'est plus ou moins un sparring partner maintenant, Pat Connaughton. Deuxième chose, je sais plus, je l'entendais où ça, mais peut-être sur Lockdown Bucks, peut-être, ou je sais plus. Les Bucks en sont toujours sortis. Hein. J'ai l'impression qu'on fait souvent peut-être à part dans le post Lillard, mais
on fait souvent ce constat avec les Bucks, c'est l'année où on pense qu'ils sont morts, où Brook Lopez a 2 doigts de partir, où Mike Budenholzer a été dégagé, où on se demande mais il va se passer quoi avec Drew Holiday, ils font Dame Lillard. Alors certes, ça n'a pas donné le résultat escompté, mais le move est inespéré. Donc ils arrivent toujours à s'en sortir, on ne sait pas trop comment. Donc peut-être ça, gardons espoir, parce que tu vois, si on veut donner un peu de baume au cœur aux supporters des Bucks, le scénario parfait pour eux, c'est quoi? C'est d'un côté ce qu'on a dit avec les jeunes joueurs, de l'autre, Kyle Kuzma redevient un joueur de rotation NBA. Tu peux l'échanger parce qu'il est qu'à 12% du cap, donc tu peux l'échanger contre des assets ou même à ce montant-là, il peut être intéressant à garder en tant que joueur de rotation. Je ne le souhaite absolument pas, mais Dame Lillard décide de prendre sa retraite, ce qui est pas un truc totalement fou. Hein. Dame Lillard décide de prendre sa retraite, du coup son contrat, tu n'as plus le problème avec son contrat, bah tout à coup, tu as une fenêtre pour la free agency 2026. Bien évidemment, je n'y crois pas, mais c'est une possibilité pour eux. Ça aussi, il faut peut-être en parler. Je me demande à quel point ils pourraient penser à se positionner sur la free agency 2026, où tout le monde pense à se positionner, mais où eux pourraient dire, bon bah table rase, parce que c'est leur vrai avantage, c'est qu'ils ont aucun contrat qui va plus loin que 2027, sauf Giannis, quoi. En gros, ils ont pratiquement aucun contrat qui dépasse les 2 ans. Donc, ils peuvent se dire, bon, bah, nous, notre objectif, c'est de reconstruire une équipe ou d'être sur ce marché-là avec un Giannis qui serait peut-être, qui pourrait être le Robin d'un joueur qui cherche à une nouvelle destination. Oui, exactement. Je n'y crois pas à ce scénario. Moi c'est ce qui peuvent se dire, ils peuvent se convaincre de ça. Voilà. Parce que je sais que tu aimes ce joueur, Greg, et je vais te lancer là-dessus, mais moi, je vois pas le move dans lequel tu fais Cam Johnson. Déjà, je sais pas comment tu le fais parce que tout le monde va vouloir Cam Johnson. Et les prix, quand tu vois ce qui a été demandé pour Michael Bridges, pour Desmond Bane, je vois pas comment tu fais Cam Johnson. Et en plus, t'es pas un Cam Johnson prêt de passer ton premier tour de playoff. Mais le GM des Nets a dit c'est deux premiers tours pour Cam Johnson. 2 premiers tours pour Cam Johnson. Et un premier tour 2031 et Pat Connaughton. Il dit quoi aussi avec ça? Mais je pense qu'il dit non. Non, honnêtement, Cam Johnson coûte très cher et je trouve que c'est justifié pour le coup. D'autant plus que je trouve que c'est relativement justifié pour Desmond Bane aussi. Mais non, clairement, je crois pas que en alignant des assets, Milwaukee soit une destination qui arrive soit une franchise qui arrive à faire des moves sur le marché des trades cet été. Après, il y a plein de choses qui sont possibles dans la NBA. Évidemment, je reste modeste analyste amateur et tout est possible. Mais franchement, non. Et en plus, je trouve que ça aurait été intéressant pour eux de se mettre dans un trade à 3 et on les voit pas du tout actifs sur les rumeurs Kevin Durant en ce moment. Et voilà. Donc, je me disais peut-être qu'ils arriveraient à récupérer, typiquement, tu vois, un Drew Holiday ou un truc comme ça dans un trade. Tu vois, c'est qu'ils ont tellement rien. Mais c'est ça, en fait. C'est pour ça, je dis, comme on les voit pas dans les tractions actuelles, dans les discussions actuelles qui filtrent, soit ils arrivent très bien à faire en sorte que ça ne filtre pas de leur côté, comme à l'époque des Suns de James Jones où on n'avait vraiment aucune info avant que les trades se fassent, soit ils arrivent juste pas à être dans les négociations parce qu'ils ont rien à proposer, quoi. Ils ont vraiment rien à proposer. Giannis mis à part. C'est quoi le top 3 asset des Bucks? C'est leur 2031. Et c'est quoi le deuxième asset des Bucks après leur 2031? C'est Kyle Kuzma? C'est Lillard si une équipe accepte de récupérer un Lillard blessé, quoi. Pour moi, c'est même. Mais ça veut dire que si tu envoies Lillard blessé, tu envoies ton 2031 avec pour la compensation. Bien sûr. Donc, ou c'est quoi? C'est Portis re-signé Ouais, c'est Portis en sign trade, c'est Brook Lopez en sign trade. Ou c'est Gary Trent re-signé. Mais encore une fois, il faut des moments re-signer. Là, on parle avant. Là. On est incapable de faire leur troisième meilleur asset. Troisième. Hein. Je pense qu'en termes d'assets. Le deuxième, c'est poussif déjà. C'est poussif le deuxième. C'est la pire situation de la NBA en termes d'assets. Et je parle à un fan des Suns qui a un podcast sur les Suns. Attention. Je pense que. Attention. Mais oui, disons que nous. KD Book, c'est terminé. Hein, c'est déjà mieux. Oui, absolument. Et Bradley Beal, évidemment. C'est terminé, tu vois. Non, mais même Nick Richards, c'est une meilleure deuxième option sur le marché que la deuxième option des Bucks, quoi. C'est terrible.
Je suis désolé les fans des Bucks, mais vous aviez qu'à pas gagner en 2021. Mais c'est pour ça. Et c'est là où, pour moi, on est vraiment dans une situation exceptionnelle, c'est que on a un joueur légendaire dans sa franchise qui peut partir et la fanbase ne lui dirait absolument rien. Il part demain, les mecs lui disent merci pour les travaux, salut. Exactement, c'était la phrase que j'avais en tête. Et dernière chose, c'est pour ça que, et je suis pas un hater de Nikola Jokic, mais les situations sont incomparables en termes de supporting cast. Incomparable. J'en ai ras-le-bol de lire cette Christian Brown. C'est le meilleur ami de Giannis. Je veux dire, il y a un moment, c'est le titulaire qu'ils attendent depuis quelques années. C'est donc, ça, mais des Aaron Gordon, etc. Oui, clairement, absolument, oui, absolument. Bon, la conférence, c'est bien évidemment pas la même, mais c'est un niveau. Tout le monde connaît mon amour pour Giannis, mais devant cette série où Giannis score beaucoup. C'est le meilleur joueur de toute la série et de loin. De très très loin. Et c'est la meilleure production. Au-delà d'être le meilleur joueur, théorique et réaliste, c'est aussi celui qui produit le plus. Il est littéralement tout le temps meilleur scoreur, sauf au dernier match, et en plus meilleur rebondeur, etc., etc. Et en face, il y a des joueurs. Même si parfois, et j'en parlerai peut-être dans le DH20, c'est mon premier mécanisme, c'est je pense que parfois il se désolidarise de plus en plus du collectif, dans le sens où les actions où Giannis score, mais le reste du collectif patine. Oui, mais c'est pas c'est pas le moment d'en discuter, mais oui, voilà, c'est ça. Il n'y a rien, c'est aberrant devant cette série. De toute façon, je pense qu'on est 10 en France à l'avoir regardé. Et si j'exclus les fans des Bucks et des Pacers, personne n'a regardé cette série. C'est aberrant le niveau. Je veux dire, le moment où il fumble la balle, Gary Trent, c'est quand même un moment clé d'une série de playoffs où tu as Kevin Porter sur le terrain qui est ton porteur de balle. Joueur qui était sans club il y a quelques mois. Non, mais c'est la fin de ce post-mortem. J'ai l'impression de faire le même post-mortem tous les ans, mais encore en plus vénère. Oui, bien sûr. Il y a juste ton co-animateur qui change et la colère qui monte petit à petit. C'est une sorte de Hot Ones. En fait, la sauce devient de plus en plus piquante. Nuggets après nuggets, sans mauvais jeu de mots avec ce dont on disait sur Nikola Jokic. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Non. Je pense vraiment deux choses. Je dis souvent deux choses, donc je vais dire trois choses et je vais réfléchir à la troisième. Première chose, Giannis part pas. Deuxième, ils font Gary Trent. Troisième, je pense qu'ils font Bobby Portis et ils bougent pas tant que ça. Et Brook Lopez Brook Lopez, je sais vraiment pas. Brook Lopez, moi, c'est plutôt Portis que je sais pas. Parce que je sais pas. Je pense qu'ils font Portis. Portis, c'est un problème de taille quand même. Dans la NBA d'aujourd'hui, c'est terrible. Un des innombrables problèmes des Bucks, c'est aussi les qualités athlétiques, ou en tout cas, c'est une équipe lente, c'est une équipe pas athlétique. Alors, ce qui, quand même, c'est un virage à 180 par rapport à ce qu'ils étaient dans la série contre les Suns, par exemple, où c'est une équipe. Le différentiel de vitesse sur la série contre les Pacers, il est dramatique. Donc, oui, peut-être changer et mettre d'autres joueurs, mais encore une fois, tu te sépares de Bobby Portis, sign and trade, je sais pas ce que tu obtiens, et si tu le laisses partir, tu le remplaces par quoi? Enfin, ta rotation intérieure, c'est Jericho Sims à l'heure actuelle. Bah, c'est ça. Développement des jeunes. C'est ce qu'on dit. Bon courage. Je pourrais faire des heures, donc vas-y, termine ce podcast. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis dans cet épisode post-mortem pour les Bucks. On se retrouve très bientôt, sans doute, pour le post-mortem de celui de la franchise qui aura perdu les finales. Et puis également pour un débrief de ces finales et pour célébrer le champion. On souhaite un très bon Game 7. On espère que vous avez passé un très bon Game 7. C'est vrai que ce podcast sera diffusé après. À tous les fans de NBA. Et puis à très bientôt, Ben. À très bientôt. Ciao. Salut.